Bonsoir et merci de nous rejoindre donc pour décryptage sur Niwa d'Info. Un premier contingent de policiers Kenya est arrivé à Port-au-Prince à bord d'un avion au Kenya Airways. L'objectif est d'aider à rétablir la sécurité en Haïti, notamment dans la capitale qui est en proie à la violence des gangs. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est arrivé de contingent de policiers kenyans en Haïti. C'est la bienvenue. Ben, c'est la bienvenue, il faut dire enfin aussi, parce que c'est depuis octobre pratiquement que cela avait été décidé. On se rappelle les péripéties au niveau du Kenya, puisque quand la première décision avait été prise de les envoyer, la décision avait été attaquée en justice, ce qui a finalement retardé ce départ, parce qu'il y avait effectivement un certain nombre de procédures qui n'avaient pas été respectées. Ben, cela a été fait finalement. Et voilà effectivement que le premier contingent est arrivé à Haïti. On ne dira pas que c'est tout, parce que quand on regarde la situation que ce pays vit aujourd'hui, on voit toute la pertinence de ce qu'on peut appeler une solidarité internationale quand il y a des difficultés dans un pays, pour surtout s'occuper des populations. Parce que dans ce petit pays actuellement, il y a 600 000 personnes qui sont déplacées, parce que surtout au niveau de la capitale, vous avez des gens qui portent des armes, qui deviennent des seigneurs de guerre, qui font la loi, qui se tirent entre eux pour des espaces qu'ils défendent, qu'ils considèrent comme étant leur propriété. Et dans tout cela, les populations sont laissées en rade. On ne peut plus travailler normalement. On assiste même à une crise humanitaire. Les gens ont besoin aujourd'hui d'être aidés. Et comment les humanitaires vont intervenir dans une zone où il n'y a pas de loi? Donc franchement, il y avait urgence à intervenir au niveau de Haïti pour cette question de solidarité internationale, pour que ce peuple puisse reprendre une vie normale. Mais comment comprendre ça? À quel moment est-ce que justement les gangs ont pris le pouvoir sur cette île? En fait, quand on regarde l'assassinat du dernier président, Jovenel Moïse, ça a été une sorte de, j'allais dire, de ligne rouge franchie. Malheureusement, la question des milices fait presque partie, si je peux le dire, de l'histoire politique de ce pays. Ceux qui ont un certain âge doivent se rappeler de ce qu'on appelait les tontons macoutes, qui étaient des milices qu'on appelait tontons macoutes, qui étaient là du côté du pouvoir et qui tapaient ceux qui n'étaient pas d'accord avec le pouvoir au vu et au su de tout le monde. Finalement, dans la scène politique, c'est un peu cette logique des gros bras, comme ça se fait dans d'autres pays. Chacun se fait protéger par des groupes. Ces gens-là deviennent en quelque sorte finalement des militaires, sans pour autant porter de tenue, sans pour autant avoir les qualificatifs qu'il faut et la qualification également qu'il faut. La conséquence, c'est des abus de toutes sortes. À un certain moment, ça devient finalement la loi du plus fort. Et on a vu ce que cela a abouti comme conséquence par l'assassinat du président de la République et après une montée en puissance de ces milices, au point que finalement la capitale en particulier, il y a des espaces qui échappent carrément au contrôle de l'État, et il y en a beaucoup, parce qu'on estime que 80% de la capitale aujourd'hui est contrôlée par ces gangs. Vous l'aviez mentionné tantôt, l'assassinat de l'ancien président, donc Jovenel Moïse. Et justement, depuis son assassinat à aujourd'hui, comment est-ce que le pays est organisé? Mais, j'allais dire que les gens se débrouillent. Même si vous voyez la façon dont l'intérimaire a été nommé tout récemment, la démission du Premier ministre, on a des difficultés à remettre ce pays sur les rails, puisque vous avez des fondamentaux sur lesquels on a joué. Les institutions dans un pays, c'est des choses qu'il faut respecter. À un certain moment, on a joué là-dessus en créant ce que je pourrais appeler des forces parallèles, parce que l'armée, c'est une institution. La police, c'est une institution, on l'oublie parfois. Quand on ne les respecte pas, voilà le genre de conséquences que cela entraîne. Et tant que les gens avaient leurs gros bras, qui pouvaient les protéger eux, mais ils s'en contentaient, alors qu'il fallait dénoncer parce que ce n'était pas normal. Maintenant, quand ça a débordé, ben, ça ne fait plus l'affaire de personne, parce que parmi même ces gros bras et parmi les chefs, vous avez des anciens policiers, c'est-à-dire des gens qui savent effectivement ce que veut dire la police en bonne et due forme, qui à un certain moment ont semblé se dire, mais attendez, aller faire partie de ces gangs donne plus d'argent, plus de pouvoir,
plus de reconnaissance qu'être un policier de façon ordinaire. Et parmi ces gens qui portent les armes, il y a effectivement des personnes qui ont fait partie des forces de défense et de sécurité au niveau de Haïti. Et cette arrivée d'un contingent de policiers kenyans, ils sont au total 400 hommes, mais ce n'est qu'une première partie, en tout cas, de l'effectif annoncé. Et elle marque cette arrivée, en tout cas, la 4e intervention militaire étrangère vraiment importante dans le pays. Oui, le porte-parole des Nations Unies, en parlant, c'est ce qu'il a rappelé, en disant qu'ils espèrent que ça va être la dernière intervention pour rétablir l'ordre au niveau de Haïti. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand on regarde l'histoire politique de ce pays, vraiment, malheureusement, c'est un problème qui a ressurgi tout le temps, mais ils n'ont qu'à apprendre de leur histoire pour que plus jamais qu'on ait encore des milices qui sont là, qui à un certain moment, se sentant en situation de puissance, se transforment en des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent et faire aux gens ce qu'ils veulent. C'est à eux d'abord de tirer cette leçon. C'est ce qui est espéré avec cette intervention où, en plus du Kenya, vous avez le Bangladesh, vous avez le Bénin, vous avez également le Tchad, le Bahamas et Barmad qui vont envoyer des hommes. On se rend compte que c'est encore les Américains qui sont au devant, comme les autres interventions, avec une différence, il n'y aura pas de soldats américains sur le sol. Mais pour ce qui est du financement, par exemple, c'est eux qui ont donné la plus grosse part, 300 millions de dollars. Pour ce qui est du matériel qui va être utilisé également, ils ont donné une part non négligeable pour 60 millions de dollars. Pour dire que les Américains, cette fois-ci, n'ont pas pris le devant en descendant sur le terrain. Il faut rappeler également, souvent, ces interventions se sont mal terminées. C'est pas la première fois, oui. Oui. Se sont mal terminés, les populations les ont accusés à un certain moment de devoir amener là-bas le choléra, un certain nombre de maladies pour qu'ils se rappellent de ces interventions. Et c'est pourquoi les interventions militaires ont ce caractère assez compliqué quand ça dure. Aujourd'hui, justement, il est clair qu'on en a besoin. Cette fois-ci, quelle forme va prendre cette mission c'est une mission prévue pour 1 an. Parce que généralement, les missions des Nations Unies, c'est comme ça. À l'approche de la fin, vous avez cette rediscussion pour savoir si on prolonge ou si on ne prolonge pas. Donc, dans le principe, la mission n'a pas pour but de durer. Puisqu'on parle d'1 an. Mais quand la situation n'est pas réglée, ça amène des prolongations qui font que finalement, on partait au départ sur une mission d'1 an, mais dans certains pays, on se retrouve avec des missions de 10 ans, de 15 ans, sans pour autant que le problème ne soit résolu. C'est un peu ça une des difficultés avec les missions des Nations Unies. L'autre difficulté, c'est le mandat. Parfois, il y a des problèmes qui sont là sur place, que ces forces ou bien des forces additionnelles peuvent régler, mais ils n'ont pas le mandat de régler ce problème. Et vous les voyez sur place en train d'être témoins d'un certain nombre de choses. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de faire un rapport pour donner aux organisations des droits de l'homme des Nations Unies qui vont dénoncer des abus des droits et autres. Il faut revoir les mandats pour que, quand il faut intervenir, qu'ils puissent intervenir, y compris avec les armes. Cela aurait permis à beaucoup de missions des Nations Unies de durer moins dans les pays où on les a installés, jusqu'à ce que finalement les populations aient tendance à dire mais ces gens-là, ils servent finalement à quoi? Ils sont là, c'est des milliers d'hommes et pourtant on continue à être tués, on continue à être des populations déplacées, on nous oblige à quitter là où nous habitons, pourtant ils sont là devant nous et ils n'interviennent pas. Alors que c'est le mandat qui délimite dans quoi ils interviennent et dans quoi ils n'interviennent pas. Très mise en part la question de mandat, il y a aussi la question de financement qui est soulevée et justement comment ces missions sont-elles financées? Quand c'est une mission des Nations Unies, j'ai parlé tout à l'heure du porte-parole des Nations Unies qui se félicitait de l'arrivée, mais qui en profitait également pour dire aux pays qui se sont engagés à participer à ce financement, à respecter leur engagement. Puisque ça également, c'est une des difficultés. Les Nations Unies, comme on le dit tout le temps, il n'y a pas une banque qui est là, qui est la banque des Nations Unies où on prend de l'argent. Il n'y a pas une armée qui est là comme une armée des Nations Unies où on prend des soldats. De la même manière que le Kenya, le Tchad, d'autres pays ont envoyé des soldats, d'autres pays, eux, participent d'un point de vue matériel ou bien d'un point de vue financier. Maintenant, c'est ce pactole-là qui devient le budget qui permet une telle intervention. Mais rarement, ce budget est rassemblé avant l'intervention. Parfois, en cours d'intervention, vous allez voir
des difficultés. Je parlais tout à l'heure des questions des droits de l'homme et autres. Vous avez des pays très sensibles à cela qui vont dire non, si les atteintes aux droits de l'homme continuent, moi je suspends ma participation, etc. Il y a d'autres qui n'ont aucune raison mais qui traînent les pieds pour donner leur contribution, et tout cela a un impact sur une mission de sécurité comme celle-ci au niveau de Haïti. Et le gouvernement vient donc d'être mis en place. Est-ce que justement toutes les conditions sont réunies pour vraiment contrôler sur place cette mission? Toutes les conditions, je dirais non. Si vous vous rappelez, le dernier retard même était lié à ça. Comment aller dans un pays où il n'y a pas de gouvernement? Qui est l'interlocuteur d'un point de vue officiel? Officiel. Bon, il y a quelque chose qui a été mis en place, moi c'est comme ça que je l'appelle, mais ça permet quand même qu'il y ait de façon officielle un interlocuteur. Tout n'est pas totalement réuni parce que la situation est quand même assez compliquée. On a vu certains des chefs de gang prendre la parole pour dire qu'ils les attendent de pied ferme. Mais je me dis que s'ils descendent avec le matériel qu'il faut et avec la détermination qu'il faut, certains chefs de bande vont comprendre que bon, l'affaire là c'est devenu très sérieux. Soit ils vont quitter la capitale parce que malheureusement quand ils ne veulent pas abandonner, c'est ça le risque. C'est de quitter la capitale et d'aller à la périphérie. Le problème va demeurer, même si la capitale peut facilement être sous contrôle avec cette mission, mais quand il se déplace, ça devient beaucoup plus compliqué s'il faut couvrir l'ensemble du pays. Parce que pour le moment, la mission, c'est plutôt la capitale que l'ensemble du pays. Plusieurs missions de paix et sécurité ont échoué dans le pays, mais est-ce qu'il y a un problème également de coopération entre Haïti et les pays partenaires? Il y a un problème, je disais tout à l'heure qu'on a mis en place quelque chose. Ça fait partie des difficultés. C'est difficilement qu'on a pu mettre en place un gouvernement. Et dans ce gouvernement, est-ce que les gens vont tous travailler dans le même sens? Et quand je dis dans le même sens, c'est dans l'intérêt du peuple haïtien. Rappelez-vous que l'assassinat du président, on accuse qui? C'est sa proximité. La première dame, oui. Et la proximité. C'est sa proximité. Donc si c'est la même chose qui va se répéter, avec des gens qui éventuellement ont des ramifications avec les milices, mais ça risque d'être extrêmement compliqué pour ceux-là qui sont venus pour aider les Haïtiens. Parce que ce n'est pas des gens qui sont venus pour faire la guerre contre les Haïtiens pour d'autres Haïtiens, non. Ils sont venus pour aider les Haïtiens de façon générale et ils ne vont pas se lever seulement prendre les armes. Ils vont certainement trouver un canal leur permettant de dire aux chefs de gang, attendez, nous on est là, l'idéal, déposer les armes, qu'on revienne à une situation normale. C'est quand ces gens-là diront non, que eux, comme la mission le dit, ils vont devoir sécuriser l'aéroport, le port, un certain nombre de carrefours stratégiques, parce que je parlais tout à l'heure de la crise humanitaire. On a besoin de faire venir de l'aide aussi bien en termes de médicaments, de nourriture pour les populations, mais dans ces conditions d'insécurité, tu amènes le camion, le gang prend le camion, personne n'y pourra absolument rien. Certainement, ça va commencer par ça, mais après avoir pris les points stratégiques, protéger et sécuriser un certain nombre d'institutions, mais si les gens ne déposent pas les armes, il faudrait que les Nations Unies prennent leurs responsabilités pour que ces groupes rebelles, ces groupes armés qui empêchent à des pays de fonctionner normalement, qu'on donne mandat à des soldats pour les attaquer. Et pas qu'on le fasse en Haïti seulement. Nous en avons besoin en Afrique. Mais regardez ce qui se passe en RDC depuis fort longtemps. Regardez ce qui se passe actuellement au Mali, au Burkina, au Niger, avec ces groupes terroristes. Mais cette même solidarité internationale, qui est une très bonne solidarité par rapport à Haïti, c'est une très bonne chose, mais on doit avoir la même chose en Afrique. Mais la Somalie est là, le Mozambique, le Soudan, on en a fortement besoin également sur le continent africain. Maintenant, à défaut, que cette force de l'Union africaine sorte des papiers pour devenir une véritable réalité, pour que quand il y a des problèmes, si les Nations Unies ne réagissent pas, que l'Union africaine puisse prendre ses responsabilités pour qu'en Afrique, la guerre soit véritablement, la rébellion devienne un mauvais souvenir. Vous parlez d'une vraie réalité. L'Union africaine devrait donc avoir une force d'intervention dans ces cas. Mais c'est prévu. Il y a une force en attente, il y a une force d'intervention. Il y a plein de décisions qui ont été prises et qui sont des décisions véritablement pertinentes par rapport à la situation du continent africain. Mais on bute sur les éternels problèmes. Qui pour apporter le financement? Qui pour apporter le matériel? Qui pour apporter les soldats? Le Kenya a amené des soldats au niveau de la Somalie. Et qu'on se rappelle, ça leur a coûté très cher
puisque les attentats sont venus là-bas. Il y en a un qui a été particulièrement sauvage même, où on est venu trouver les étudiants dans les dortoirs, en tuer pratiquement une centaine en une seule nuit, et ils l'ont payé très fort. Mais il faut que tous nos pays acceptent cette solidarité pour qu'on puisse en finir avec ces groupes rebelles et ces groupes terroristes qui sont de véritables freins par rapport au développement du continent africain. Mais il y a un prix à payer. Maintenant, si quelqu'un considère que, bon, pour le moment, moi, je ne suis pas encore concerné, pourquoi je vais mettre de l'argent, pourquoi je vais mettre des soldats, mais il risque d'être victime par la suite parce que ces terroristes ne savent pas ce que veut dire une frontière. En Haïti, par la question sécurité, quels sont justement les autres chantiers prioritaires du gouvernement mis en place? Le premier chantier, ça sera, comme d'habitude, on est en passe d'un gouvernement provisoire. Hein. Ce n'est pas un gouvernement en bonne et due forme. Les règles n'ont pas été respectées. Il va falloir aller vers des élections pour que celui qui va être le président de la République soit élu et qu'un gouvernement soit mis en place sur des bases normales, que des députés soient élus, etc., que les institutions puissent fonctionner de façon normale. Mais bien sûr, pour arriver à cela, il va falloir franchir un certain nombre de pas. Mais parmi ces pas, il va falloir que les Haïtiens s'asseyent entre eux pour créer un consensus très fort sur un certain nombre de questions. Parce que tant qu'ils ne le feront pas, les gens peuvent créer les conditions d'une élection, qu'on élise un président de la République, parce qu'il y a suffisamment de forces pour pouvoir sécuriser une élection, mais puisque ces forces n'ont pas pour but de rester éternellement dans ce pays, si ces forces partent et que les gangs se remettent en place, mais c'est comme si tout le travail qui a été fait pour pas grand-chose, pour ne pas dire pour rien. Donc il y a la part des Haïtiens qui se décident quand même, après plusieurs interventions internationales, à se dire, attendez, c'est notre pays, il faut qu'on crée des conditions pour qu'on n'ait plus besoin d'arriver à un moment où nous-mêmes Haïtiens, nous sommes incapables de résoudre nos problèmes. Il faut qu'on fasse appel à l'aide extérieure pour pouvoir rétablir l'ordre dans ce pays, permettre aux institutions de pouvoir fonctionner normalement. Il faut également le rappeler, sur le plan sanitaire, Haïti a toujours du mal également à se remettre du terrible tremblement de terre de 2010. Oui, ça, on se rappelle encore ce désastre, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui n'avait rien laissé, qui avait touché même le palais présidentiel. Avec tout ce que cela avait créé comme problème. Vous voyez un pays qui n'est pas encore ressorti d'une catastrophe nationale, d'une catastrophe plutôt naturelle, et qui se retrouve dans la situation dont on parle aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a une crise humanitaire, il y a un besoin d'aider des gens qui n'avaient pas encore réussi à résoudre le problème après ce tremblement de terre. Et ce n'est pas le seul. Il y a eu des maladies également qui sont passées par là-bas, où certaines forces étrangères ont été accusées même d'avoir apporté, je ne veux pas dire la nationalité, la maladie au niveau de Haïti, etc. Donc vous avez un pays qui, en dehors des groupes armés, a des difficultés. Et bien sûr, ces groupes armés sont venus accentuer ces difficultés. Et accentuant ces difficultés, ces groupes armés réduisent les possibilités de solution pour les populations de façon générale, particulièrement au niveau de la capitale. Et 14 ans après, l'aide à Haïti a-t-elle été rompue? En tout cas, cette scène de solidarité derrière le pays a-t-elle été rompue à un moment donné? Non, l'aide n'est pas totalement rompue. Mais à un certain moment, le problème qui se pose, ce sont ces gangs qui font la loi. C'est pourquoi dans l'émission, on parle de l'aéroport, on parle du port, parce qu'il y a de l'aide qu'on doit. Ce n'est pas seulement qu'on veut, mais qu'on doit envoyer aux populations en termes de médicaments, puisqu'il y a des difficultés qui sont là sur le terrain qu'il faut régler. Vous avez 600 000 personnes qui sont déplacées, etc. Mais quand les conditions de sécurité n'existent pas, même les organisations humanitaires ont tendance à dire, attendez, on veut bien venir aider, mais nous ne voulons pas mettre notre propre personnel en situation de danger. Ils demandent un minimum, ce qu'ils appellent souvent pendant la guerre des couloirs humanitaires, etc., qu'on les laisse circuler, distribuer de la nourriture, des médicaments, soigner des populations qui en ont besoin. Quand cela n'est pas possible, l'aide humanitaire, même quand c'est disponible, ça n'arrive pas, ou quand ça arrive, ce n'est pas distribué. Donc une des missions de cette force de sécurisation, ce sera également cela, qu'on puisse venir en aide à ces populations qui rencontrent aujourd'hui d'énormes difficultés. Une situation de sécurité qui a sévèrement impacté sur l'économie nationale. Mais bien sûr. Je ne sais pas si vous avez regardé comment sur certains reportages on montre la police haïtienne qui fait le tour dans la ville et comment les gangs tirent sur les policiers haïtiens.
qui sont dans des chars blindés pour pouvoir être protégés et qui tirent également sur ces gens. Même les populations, quand vous les voyez, quand tu veux sortir, tu traverses la route comme une étoile filante très rapidement pour pouvoir aller acheter quelque chose pour amener pour ta famille. Mais les conditions d'un développement économique ne sont plus réunies là où tu ne peux même plus marcher tranquillement dans la rue. Qui va ouvrir son usine? Qui va ouvrir son magasin? Qui va aller au marché pour vendre je ne sais pas quoi dans ces conditions-là? Mais ça fait que économiquement, le pays qui n'était déjà pas très fort d'un point de vue économique va se retrouver dans des conditions encore beaucoup plus difficiles. Haïti, l'île va-t-elle retrouver ses beaux jours? C'est la grande question. Ben, on l'espère. Pour nous autres Africains, Haïti, c'est également un symbole. N'oublions pas que c'est le pays de Toussaint l'Aventure. Donc, il y a un symbole qui est là en termes d'une personne noire qui s'est battue pour l'indépendance d'un pays. Si je le mets en relation avec cette vague du panafricanisme dont on parle aujourd'hui, nous nous sentons nous-mêmes concernés par ce qui se passe dans ce pays pour que ses frères, parce que c'est comme ça qu'il faudra les appeler, puissent se retrouver dans des conditions leur permettant de vivre correctement et de s'occuper du développement de leur propre pays. Le panafricanisme, justement, qui évoque aussi la question des afro-descendants. Mais, tout à fait, c'est pourquoi j'ai dit, je parle de frères, parce que ceux qui sont là-bas sont partis du continent africain de façon générale. Donc, d'une certaine façon, c'est cette Afrique à reconstituer avec ceux qui sont sur le continent africain et ceux qui se reconnaissent toujours dans le continent africain comme considèrent comme étant la diaspora africaine et qui est sensible à ce qui se passe actuellement sur le continent africain. D'où la mobilisation, la chaîne de solidarité derrière Haïti doit se poursuivre. Mais tout à fait, quand un pays rencontre des difficultés, ce n'est pas ce que j'appelle les organismes officiels qui peuvent faire un certain nombre de choses, mais vous avez des individus qui, sur la base de leur connaissance, de leur popularité, de leurs relations, parviennent également à faire un travail humanitaire qui n'est pas négligeable du tout dans ces conditions où les populations ont souvent besoin de tout. Donc il n'y a rien qui puisse venir dont les gens n'ont pas besoin. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.